Bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 25 août. À la une de l'actualité, une campagne de dépistage du Covid-19 décidée sur l'île de Noirmoutier. Le virus circule plus activement dans ce secteur du département. Un centre de test sera donc ouvert la semaine prochaine, lundi après-midi et mercredi après-midi, au centre infectieux de Noirmoutier en Lille. Et selon l'ARS, il n'y a toujours pas de nette amélioration de la situation sanitaire dans la région. Les derniers chiffres montrent une légère baisse du taux d'incidence. Il est désormais de 125 cas positifs pour 100 000 habitants dans les Pays de la Loire, 111 en Vendée, un léger recul du nombre de nouveaux cas donc, mais les hospitalisations, elles, continuent d'augmenter légèrement. 252 personnes sont prises en charge actuellement dans les centres hospitaliers de la région, dont 48 en Vendée. Parmi elles, 8 sont en réanimation au CHD Vendée. Et pour lutter contre la pandémie, l'instauration du pass sanitaire a été élargie il y a un peu plus de 2 semaines à plusieurs lieux, dont les bars et les restaurants. Depuis, les établissements font l'objet de contrôles. Une opération de gendarmerie vient d'être menée à La Tranche-sur-Mer pour vérifier l'application de la mesure par les clients et les gérants. Selon le sous-préfet des Sables-d'Olonne, la réglementation est plutôt bien respectée sur le littoral vendéen, même si quelques professionnels ont déjà été sanctionnés. Écoutez. Le pass sanitaire est plutôt bien respecté, à la fois par les clients et puis par les exploitants qui procèdent au contrôle de ce pass sanitaire. Et puis les forces de l'ordre, périodiquement, procèdent à des opérations de contrôle. Lorsqu'on l'a relevé que certains établissements manifestement ne le mettaient pas en œuvre ou mettaient beaucoup de mauvaise volonté dans sa mise en œuvre, il y a des mesures qui ont été prises, notamment des mesures de fermeture administrative contre des bars principalement. Il y en a eu très peu. Moi, je peux vous parler pour l'arrondissement des Sables-d'Olonne. Une ou deux mesures qui ont été prises pour l'instant, pas plus, sur ce fondement-là. Un pass sanitaire étendu également aux associations sportives. À compter de la semaine prochaine, il sera obligatoire pour les encadrants des clubs et les bénévoles. Il l'est déjà pour les pratiquants adultes qui doivent donc être vaccinés, disposer d'un certificat de rétablissement du Covid ou du résultat d'un test négatif pour pouvoir s'entraîner ou disputer une compétition. Dans les clubs, c'est donc une organisation particulière qui se met en place. Exemple au RVHB, le club de handball de La Roche-sur-Yon. Pour les entraînements de handball, les passes sanitaires sont maintenant obligatoires. Dans l'équipe féminine nationale 1, sur 17 filles, seules quelques-unes ont reçu leurs 2 doses. La plupart doivent effectuer des tests PCR. Moi, je me suis fait vacciner là fin juillet, donc du coup j'attends ma 2e dose. Donc là j'ai pris tous mes rendez-vous pour pouvoir me faire tester. Je n'ai pas été en avance, donc voilà, c'est de ma faute. Pour moi c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup obligé de faire des tests sanitaires à chaque fois, donc forcément ça fait pas plaisir. Mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de le faire, quoi. Malheureusement je suis obligé de me faire vacciner au bout d'un moment parce que j'aurais pas trop envie de payer le test sanitaire, mais c'est comme ça. C'est le responsable du club qui désigne les personnes habilitées à effectuer le contrôle du pass sanitaire. Pour le club de handball, cette nouvelle mesure demande de l'organisation, mais ne le décourage pas. On va déléguer le contrôle aux entraîneurs et on a un registre à tenir et chacun doit indiquer les horaires où il a contrôlé et quel collectif il a contrôlé. Il faut essayer de positiver et puis de mettre les choses en place pour qu'on puisse reprendre le sport en général et le handball en particulier. Je crois qu'il y a une forte demande de pouvoir reprendre le sport. Pour l'instant, les bénévoles et salariés des structures sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août. Quant aux jeunes, entre 12 et 17 ans, l'obligation du pass sanitaire sera mise en place le 30 septembre. Les moins de 12 ans ne sont pour l'instant pas concernés par cette mesure. Le 30 septembre, la rentrée scolaire sera faite. Je pense que tous les enfants auront pris leur disposition pour pouvoir participer à toutes les activités qu'ils ont envie de faire, donc le sport aussi en particulier. Cette année, le club de handball réduit de 40% son tarif de réinscription en raison des nombreux matchs et séances annulées l'année dernière à cause du Covid-19. Et en raison de cette crise sanitaire, certaines fédérations ont déjà enregistré ces derniers mois une baisse du nombre de leurs licenciés, une tendance que pourrait renforcer le pass sanitaire. Mais Jean-Philippe Guignard, le président du comité départemental olympique et sportif, craint aussi une crise du bénévolat après une activité au ralenti ces derniers mois dans les clubs. Écoutez.
Il y a effectivement une inquiétude quant à la reprise des licences au mois de septembre. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là que les clubs sont inquiets, parce qu'il y a aussi une grosse inquiétude sur la reprise des bénévoles dans les clubs. Est-ce que ces gens-là, 2 ans après, vont avoir envie de revenir dans les clubs pour à nouveau tous les week-ends s'occuper de quelque chose, donner du temps, alors qu'ils ont goûté à d'autres loisirs ou d'autres formes de liberté. Les présidents des clubs sont très inquiets là-dessus. Et puis toujours en sport, les Jeux paralympiques de Tokyo, l'équipe de France de rugby fauteuil à laquelle appartient le Vendéen Jordan Ducret disputait le premier match ce mercredi, c'était face au Japon. Les Bleus se sont inclinés 51-53. Le Dompierrois et ses coéquipiers n'ont désormais plus le choix. Ils devront battre le Danemark ce jeudi et l'Australie, champion olympique en titre ce vendredi, s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Parlons de musique désormais avec ce drôle d'instrument né de l'imagination d'un accordeur et réparateur de piano vendéen. Benoît Loiseau est installé depuis 3 ans à Saint-Fulgent. Il s'est spécialisé, vous allez le voir, dans la transformation de pianos hors d'usage, mais il a aussi déposé récemment un brevet pour protéger son invention, un piano hybride mêlant acoustique et numérique. Découverte signée Cyril Guillet. Benoît Loiseau est un facteur de piano pas comme les autres. En plus de l'accordage et de la réparation, depuis quelques années, il donne un second souffle à des instruments hors d'usage. On vient me demander si je ne peux pas transformer, leur proposer une solution, une proposition de transformation de leur piano en pièce unique. Pour les gens, c'est très important parce que ça permet de garder le piano de famille, mais pour beaucoup, le piano n'est pas forcément réparable. J'aime bien cette idée-là, de proposer une solution en fait, à n'importe quel piano pour permettre aux gens de garder leur piano de famille ou sans que ce soit non plus un piano qui se désagrège. Des idées, Benoît Loiseau en a plein la tête. Son dernier projet en date, c'est cet instrument hybride, un piano acoustique qui intègre toutes les fonctionnalités d'un instrument numérique. J'ai équipé le piano d'un système silencieux. Ça, c'est des systèmes qui existent depuis 40 ans, qui sont fiables, qui ont fait leurs preuves. Et j'ai couplé le système silencieux à une nouvelle technologie qu'on appelle le transducteur, qui permet de faire vibrer la table d'harmonie de la même manière que les cordes. Là, on a le piano en acoustique. On peut faire en sorte de bloquer le mécanisme pour pas que les marteaux aillent taper sur les cordes. Et du coup, on l'entend au casque. Si je mets le casque sur les oreilles. Et si vous voulez voir ce que j'entends, après le système transducteur peut prendre le relais, il suffit de monter le volume. Il est aussi possible de coupler les deux, l'acoustique et le numérique. Et comme sur un synthétiseur, plus d'une centaine de sonorités sont à disposition. Comme c'est la table d'harmonie qui vibre, comme si c'était les cordes, on recrée ces micro-vibrations dans le clavier. Donc en fait, on a la sensation physique du piano acoustique, même si on le joue de manière numérique. C'est la grande nouveauté de ce système transducteur, c'est qu'on recrée les sensations physiques de l'instrument acoustique, même si on le joue en numérique. Équipé du Bluetooth, ce piano fait aussi office d'enceinte connectée. Ce système, baptisé Acoustibride, a été déposé et est adaptable sur tout type de piano. Il sera présenté au mois de septembre prochain à l'occasion du Salon de l'Habitat de La Roche-sur-Yon. Enfin, une rencontre avant de refermer ce journal. Elle s'appelle Teresa, elle est née au Sables d'Olonne il y a un peu plus de 80 ans. Sa vie aurait pu être totalement différente si ses parents n'avaient pas fui l'Espagne franquiste. Il faisait partie des quelques 1200 exilés espagnols arrivés en Vendée au début de l'année 1939. Son histoire, Teresa vient de la livrer pour un documentaire initié par 2 associations sablaises, Grain de mémoire et Petite Lanterne. Reportage Marie-Aimée Caupleutre. Je suis espagnole de naissance, fille d'exilés. À 82 ans, Teresa s'exprime pour la première fois devant les caméras. Dans sa voix, de l'émotion. Elle souhaite transmettre son histoire de réfugiée espagnole. En février 1939, ses 2 parents, engagés politiquement pour la République, fuient l'Espagne, après le coup d'État du général Franco. Sa mère, enceinte, est envoyée en Vendée, au Sables d'Olonne. À son arrivée, elle accouche d'une petite fille, Teresa. Maman m'avait toujours dit que j'étais la première petite fille née
de réfugiés espagnols nés en France. Ça, je ne suis pas sûre du tout. Mais en Vendée, j'ai fait les recherches, j'ai regardé sur Internet, j'ai dû trouver le nom de Grain de Mémoire. J'ai téléphoné à la présidente, j'ai téléphoné à Aline, et voilà, tout est parti de là. À leur arrivée aux Sables d'Olonne, les réfugiés espagnols sont envoyés dans les locaux des colonies de vacances, où les conditions de vie sont difficiles en plein hiver. Teresa et sa maman, Lucia, ont eu la chance d'être recueillies par une famille sablaise, la famille Thomas. Teresa avait perdu de vue cette famille et aujourd'hui, elle la rencontre de nouveau. Je vais rencontrer malheureusement pas Paul et Simone, qui sont les personnes qui nous ont accueillis et protégés, mais les descendants, c'est-à-dire la belle-fille de Paul et Simone et ses enfants. Depuis 2017, 2 associations sablaises, Grain de Mémoire et Petite Lanterne, travaillent sur ce sujet. Aujourd'hui, le témoignage de Teresa est recueilli puis sera diffusé sous la forme d'un documentaire. Notre objectif, c'est vraiment de redonner des visages et des histoires à des gens qu'on a oubliés, que ce soit les résistants déportés de la Seconde Guerre mondiale ou les républicains espagnols. On enrichit aussi le travail par un travail de recherche sur le village d'où les personnes en question sont issues. On essaye de mettre des cartes, de rendre les choses les plus vivantes possibles. Ce travail de mémoire prend du temps et demande beaucoup d'investissement, mais aujourd'hui, il est essentiel pour comprendre l'histoire française et espagnole. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.